souvenez de cet ancien magistrat de Toulon qui est retraité depuis longtemps et qui séjourne souvent à Campagnole? Eh bien, heureusement que nous l'avons eu pour nous expliquer ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a des choses bien mystérieuses tout de même. Déjà, j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir eu sous la main quand on a appris que la préfecture de police de Paris abritait des agents douteux, c'est-à-dire soit carrément des terroristes, soit des employés qui s'en foutaient et qui ne faisaient pas remonter les signalements. Nous en avons parlé quand même avec mon vieux magistrat là, mais entre deux phrases, il a dit devant moi au patron du bar, ça d'ailleurs était le prétexte de notre conversation, il y a une chose qui n'a pas été dite, quand il t'expliquait que ces agents-là, qui n'avaient pas fait de déposition écrite, il fallait les comprendre. En fait, ce qu'il fallait comprendre, mais ce qu'on n'a surtout pas dit, c'est que les gars en question craignaient pour leur tranquillité en famille et dans la rue. Oui, parce que quand tu dénonces un type dans ton service pour radicalisation, les radios, les télés ont dit que tu risquais des regards lourds au bureau, t'imagines, et que ça mettait une mauvaise ambiance, mais ils n'ont pas dit le principal, le plus grave. En fait, de mauvaise ambiance, tu risques 10 ans de menaces personnelles au téléphone, de jeunes avec un fort accent qui viennent sonner chez toi au portail de ton pavillon, de menaces de viol sur ta fille à la sortie de son école de musique, etc., etc. Et pour tout le reste, c'est pareil. Si tu demandes avec insistance où en est l'enquête à propos de Benalla, tu risques d'avoir du monde dans ton hall d'entrée. Et surtout, en ce moment, si tu demandes à examiner la totalité des demandes de retrait du personnel de la RATP ou du rail, tu t'aperçois que pour un cas de danger manifeste signalé relatif au matériel ou au passage à niveau, tu en as 50 où l'agent refuse d'aller au travail parce qu'il craint de recevoir des pierres lancées d'un pont qui enjambe la voie ferrée, ou alors il se retrouve seul face à une meute de 15 jeunes qui dégradent tout dans le wagon de tête et qui cognent à l'entrée du sas en disant « on va te faire la peau ». Ou alors, il est obligé, le conducteur, de signaler que d'autres jeunes menacent carrément les voyageurs façon Orange Mécanique en mettant leur musique à fond. Et quand tu demandes s'il y a un profil type dans tout ça, eh ben tu t'aperçois qu'il y a interdiction absolue de les décrire, ces jeunes. C'est pareil pour la police et les pompiers. Tu vois défiler des milliers de gens qui disent « nous en avons assez de temps d'incivilité et de subir la passivité des magistrats ». Voir leur complicité, nous en avons assez de voir le même mec récidiver 40 fois entre 16 et 25 ans, mais le mec en question, on ne le décrit jamais. On ne donne évidemment jamais son nom non plus. Et quand toi, magistrat, un peu pince sans rire, à la retraite, tu feins la naïveté en disant écoutez, on a bien quand même un profil type, du gars qui jette des pierres sur les bus, par exemple, qui menace les filles, qui envoie des menaces de mort aux flics et aux pompiers, qui fait partie d'une bande qui écume les trains de banlieue en écoutant du rap à fond sur son téléphone. Ce devrait être important, par exemple, pour l'INSEE de connaître le pourcentage parmi eux, je ne sais pas, de fils d'agriculteurs du Loir-et-Cher, par exemple. Eh bien, on te répond, mais vous êtes fou, vous n'allez pas demander un portrait robot du délinquant SNCF. Bon, alors je vais poser la question autrement, me dit-il. Tu t'es sans doute aperçu qu'on ne cite pas les noms, ou très très rarement dans les journaux, quand on ramasse deux types comme ça qui ont brûlé une voiture de pompiers ou qui ont essayé de cramer des flics dans leur voiture de service en maintenant les portes fermées, bloquées. On ne connaît jamais les noms de ces jeunes-là. On te dit c'est parce qu'il y a des mineurs parmi eux. Ben, quand il y a des majeurs, on ne les connaît pas davantage. Mais ça arrive, me dit-il. Il l'a concédé. Ça arrive très rarement. De temps en temps, tu vois surgir comme ça un prénom, une fois sur 100. Et là, tu peux être sûr qu'il s'appelle Thomas ou Corentin. Abonnez-vous, merci. La ministre des Transports vient de nous dire qu'il fallait réveiller les transports express régionaux, les TER, pour qu'ils incitent les gens à ne plus prendre leur voiture. Mais nous avons, nous, à Campagnole, un exemple assez précis des raisons pour lesquelles les gens ne prennent plus leur train, et prennent plutôt leur voiture. C'est pas le mauvais entretien des voies ou la vétusté des wagons.
ou leur manque de ponctualité. Si la ministre avait consenti, à l'époque où son visage n'était connu de personne, à prendre le train, par exemple, avec nous à 8 heures du matin, à 8 km de Campagnol, pour aller à Toulouse en 1 heure, elle aurait très bien compris ce qui se passe, mais elle ne l'aurait pas dit pour autant, probablement. Donc vous débarquez dans une gare déserte, plutôt 6-7 heures d'ailleurs, avec une seule lampe au sodium, et vous achetez un ticket à 2 euros dans une atmosphère assez lugubre, et vous êtes seul dans votre wagon. Ensuite, vous vous arrêtez dans 2 ou 3 gares du même genre, et dans la 3e, montent 2 lycéens qui pianotent sur leur téléphone portable, puis 2 femmes de 40 ans, une mère et sa fille, dans la gare d'après, et ainsi, à raison d'un voyageur par gare, vous finissez par arriver dans la plaine de Toulouse où la lumière du jour vous accueille, vous délivre de l'horrible néon et où les 2 derniers arrêts sont un peu plus animés. À l'avant-dernier arrêt, ce ne sont pas 2 lycéens qui montent, mais 12 ou 15 jeunes qui commencent à se poursuivre dans le couloir en poussant des glapissements avec un accent très rugby. Et ça, c'est le lycée agricole. Et au dernier moment, 4 garçons montent à leur tour qui n'ont pas l'accent rugby, eux. L'un d'eux fait semblant de pisser contre un siège au fond du wagon pour faire rire ses copains. Ensuite, ils mettent à fond une musique avec de gros guillemets, qui sort de leur téléphone portable. Ensuite, ils disent « putain, ça passe pas » en secouant leur portable. Ensuite, ils s'adressent à l'une des 2 femmes pour lui demander est-ce qu'on peut voir si ça passe sur votre portable parce que madame, mon copain chez lui ça passe pas, mais arrêtez, je veux pas vous le prendre votre portable. Bon. Alors au dernier arrêt, 2 contrôleurs montent enfin. Alors les 4 garçons descendent eux sur le quai, mais sur le quai il y a un policier, du coup ils se ravisent et ils remontent. Ils commencent à dire que la machine ne marchait pas dans la gare voisine pour prendre un ticket. Donc l'un des contrôleurs assez placide leur répond ça fait rien, vous allez payer ici encore, vous devrez vous verbaliser. Et l'un d'eux dit pas question. Il n'y a plus qu'un arrêt. L'un des 2 contrôleurs commence à téléphoner assez mollement pour signaler l'incident à sa hiérarchie. L'autre lui dit d'éteindre le portable. Je veux dire, le jeune lui dit d'éteindre son portable tout de suite. Il essaie de le lui prendre. Un adolescent à l'accent rugby filme la scène avec son téléphone. L'un des jeunes mis en cause là se rue sur lui et le traite de bâtard et de pédé. Ses copains le défendent. L'un des 4 agresseurs sort un couteau. Le train arrive enfin en gare. Tout le monde descend pendant que les 4 s'éloignent, même pas pressés, même pas en courant. Ils sautent une sorte de grillage au bout du quai pendant qu'une brigade prévenue par téléphone les attend, elle, à la sortie de la gare proprement dite, en vain évidemment. Dans la gare, la mère de tout à l'heure dit à sa fille, c'est bien simple, c'est la dernière fois que je prends ce train de merde. Et là, madame la ministre, quand elle dit c'est la dernière fois, ça veut dire qu'elle va faire du covoiturage ou aller à Toulouse une fois seulement par semaine avec sa propre voiture. Et donc, madame la ministre, vous allez pouvoir faire votre numéro d'hypocrite sur toutes les chaînes de la TNT pour nous dire que les TER ne sont pas assez fréquentés par la population, mais vous ne nommerez jamais les raisons pour lesquelles les gens ont peur de les prendre, ces trains, de même que la ministre de la Santé ne nommera jamais les incivilités qu'on observe dans le couloir des hôpitaux et des services d'urgence, de même que les pompiers ne diront jamais au nom de quoi ni par qui ils sont caillassés, ni les médecins de nuit, ni personne. C'est la loi du silence absolu. Donc on aura beau doubler le nombre de trains et inciter les gens de Campagnol à aller à Toulouse en train, ça ne marchera jamais. C'est tout simple parce qu'un pays où personne ne veut voir d'où viennent les problèmes ne pourra jamais les résoudre. J'ai failli oublier de vous parler d'une chose étonnante, c'est la part qu'a prise notre bizarre médium pianiste, là, Léon, dans la vente de la maison de son beau-frère. Je vous rappelle que Léon est le frère d'Eliane et qu'Eliane a épousé Maxime, adjoint au maire de Villeneuve, chargé de la culture. Donc Maxime vend la grosse maison de son propre frère de 95 ans, principalement pour payer son EHPAD, et Maxime, le vendeur, me dit « Je croise les doigts, mais tout a l'air de se passer le mieux du monde pour la vente de ce bâtiment. Le promoteur est sérieux, on signe chez le notaire lundi, mais je ne t'ai pas dit que mon beau-frère est venu me faire son cirque de médium un jour et qu'il a exorcisé la maison et ça a peut-être joué un rôle. » Alors un jour, il me dit-il, nous sommes passés sur les lieux en voiture pour remettre un double des clés à un voisin qui faisait visiter. Léon, le fameux beau-frère, était avec moi. Il est sorti devant la maison, c'est une maison au bord de la route, et au moment où il levait les yeux sur la façade, une voiture s'est arrêtée derrière nous.
Elle s'est garée le long du portail et le conducteur, un inconnu d'une cinquantaine d'années, dont la femme est restée dans la voiture, est sorti pour s'adresser à Léon et il lui a dit, les larmes aux yeux, « Oh, j'ai passé 3 mois dans cette maison, c'était un orphelinat autrefois, je croyais que mes parents voulaient m'abandonner, ils étaient en train de divorcer, finalement une tante est venue me chercher, mais j'ai beaucoup souffert ici. » Alors Léon lui a posé la main sur le bras et le type s'est mis à pleurer et il est parti dans sa voiture blanche avec sa femme. Du coup, Léon a clairement laissé entendre à son beau-frère qu'il savait pourquoi la maison jusqu'ici ne se vendait pas et c'est tout juste s'il n'a pas fait le tour du bâtiment avec un goupillon pour l'exorciser. Maxime, le vendeur, m'a raconté la théorie de son beau-frère. Elle mériterait d'inspirer d'ailleurs les agents immobiliers. Léon disait qu'en gros, les bâtiments ont un profil moral invisible et que les lieux qui ont connu la souffrance d'autrui, de leurs occupants de l'époque, s'en souviennent. Alors dans le cas d'un orphelinat, par exemple, évidemment, ou d'une maison de redressement, c'est normal que les acquéreurs ne soient pas très nombreux car ils sentent instinctivement qu'il y a quelque chose de troublant sur place. Mais lui, donc Léon, se faisait fort de dire les paroles qui convenaient. Et là, Maxime me raconte que ça a duré 10 minutes à peine. Léon a fait le tour du bâtiment en parlant à des gens qu'on voyait pas. Et ensuite, il s'est arrêté sur une espèce de souche, devant une souche énorme, creuse, de 2 mètres de haut, au fond du parc, et il est tombé à genoux là-devant. Ensuite, il s'est relevé. Il a nettoyé son pantalon couvert de feuilles et il a dit « Je crois que c'est fini, cette maison, tu vas pouvoir la vendre. » Et là, Maxime me dit « Tu sais pas la meilleure ?»« Oui, parce que c'est pas fini. » Je vais donc voir, me dit-il, mon frère à son EHPAD, 1 mois après, dans son établissement là pour gens très âgés, pour lui dire que finalement, on allait peut-être vendre son gros bâtiment. Je lui raconte la scène en lui disant que la maison avait été exorcisée par mon beau-frère. Et là, mon vieux frère me raconte que, devant cette souche qui ressemble à une grotte, un jeune cuisinier de l'établissement s'était immolé par le feu en 1958 avec de l'essence. Et là, Maxime, toujours pratique, m'a dit, tu vois, si j'avais 25 ans et besoin de fonder une affaire, je créerais une agence immobilière spécialisée dans le désenvoûtement des maisons, parce que maintenant, j'y crois énormément. Et toi, me dit-il, tu y crois ? C'était une question. Moi, j'ai dit immédiatement que j'allais faire un autre test et j'allais le faire pour vous. Oui, car je connais quelqu'un ici qui a acheté il y a 40 ans dans un hameau de Campagnole une maison pas chère du tout parce qu'il y avait eu un triple meurtre, figurez-vous. Et je me dis qu'un jour j'y emmènerai Léon comme par hasard et on verra bien. Et ce jour-là, je vous raconterai le résultat de la journée. Je vous l'ai dit hier, mon ami Maxime, l'adjoint à la culture de Villeneuve, a hérité de son frère malade une espèce de grosse maison difficile à vendre, un peu loin de tout, à côté d'un village nommé Saint-Antonin-Nobleval. Enfin, il n'en a pas encore hérité parce que son frère n'est pas mort. Il me dit joliment qu'il a commencé par hériter des emmerdements. Mais comme le vieux monsieur en question est tout seul dans un établissement de soins, il s'occupe de tout à sa place. Donc il a fini par recevoir d'une agence une proposition d'achat. C'était un tandem promoteur-entrepreneur qui, après négociation, sont tombés d'accord sur une future promesse de vente. Après quoi, le notaire a été chargé de rédiger l'acte. C'est là qu'il me raconte l'histoire invraisemblable des diagnostics techniques. Il y a 3 ou 4 ans, quand on l'a mise en vente, cette maison, pour la première fois, il fallait un diagnostic technique complet, du sol au plafond. 2 jeunes gens sont venus, ils ont passé l'après-midi et vu la surface du bâtiment, un ancien home d'enfants devenu un gîte, l'opération a quand même coûté une brique environ 1500 €. Tout ça pour analyser l'amiante éventuel, ils n'en ont trouvé que dans le tuyau d'aération de la chaudière, et le plomb, ils n'en ont trouvé que dans la peinture des volets. Et donc depuis 3 ans, la maison est inoccupée, sans meubles, et il y a eu assez peu de visites, mais l'an passé, quelqu'un semblait prêt à conclure et l'agence a exigé en plus un diagnostic électrique. C'était la première fois que j'entendais ça, me dit Maxime. On m'a dit oui, ça vient de sortir. Et puis l'agence qui m'avait signé le certificat de plomb m'a dit il n'est plus valable, il est valable qu'1 an. Alors j'explique qu'il n'y a aucun habitant dans cette maison, donc rien n'a bougé depuis le premier diagnostic, mais tant pis, il a fallu le refaire quand même. J'ai donc expliqué aux 2 jeunes en question qu'il fallait qu'ils reviennent pour le faire. Ils m'ont dit non, ça servira à rien de revenir si rien n'a bougé. Je vous envoie le papier. On va faire un avenant. Coût de l'avenant, envoyé par courrier électronique, 90 €.
Finalement, la vente ne s'est pas faite. Et donc là, récemment, nouvelle proposition, 1 an après. Là, c'est l'amiante qui n'est plus valable. Ça fait plus de 3 ans, je téléphone au bureau des diagnostics, me dit-il, de Villeneuve, pour qui je suis devenu une sorte de vache à lait. Le jeune gars me dit, on va faire comme la dernière fois, je vais vous envoyer un avenant puisque rien n'a changé. Donc résumons, nous sommes dans la France du on va faire comme si j'étais passé chez vous pour contrôler l'amiante puisque ces crétins du gouvernement n'ont rien prévu dans le cas des maisons fermées où rien n'a changé depuis la dernière visite de contrôle. Alors vous allez me dire, mais même si la maison n'est pas occupée, par exemple le fibrociment amianté peut se déliter un peu plus, etc. Il y en avait sur un tuyau de 30 cm quand même au sous-sol, hein, sur une maison de 24 pièces. Et le plomb des volets. Et alors on va pas pinailler puisque de toute façon le certificat n'a même pas pour objet de vous faire des travaux. C'est simplement pour vous informer qu'il y en a du plomb. Donc pour le plomb des volets, si vous ne vendez pas votre maison pendant 3 ans, on vous informe tous les ans qu'il y a du plomb dans la peinture des volets et on vous en informe pour 90 €, des fois que vous auriez oublié d'une année sur l'autre. Mais on n'a pas besoin de venir le constater puisque ça n'a pas bougé. Et même si on l'avait constaté, de toute façon, vous n'êtes, je le répète, obligé de faire aucun travail pour corriger ça. Si nous prenons un peu de hauteur, et c'est la spécialité de Campagnol, eh bien nous imaginons cette batterie de tests et cette cascade de certificats bidons appliqués aux bâtiments industriels, aux produits polluants, aux chantiers d'université, aux ports, etc., aux aéroports. On imagine où en est la France, je veux dire en matière de mensonges et d'inobservation, de règles débiles que l'on vote quand même pour ne pas les appliquer. C'est un maquis de procédures qui deviennent finalement des simulacres de procédures et qui rapportent une rente, pour ne pas dire un racket permanent, au cabinet d'études. C'est tout, vous allez me dire, calmez-vous, calmez-vous. Pourquoi? Vous trouvez que c'est pas assez? Pas assez, par exemple, pour justifier le remplacement des parlementaires par des gens déterminés à mettre un peu d'ordre? Abonnez-vous, merci. Parmi les sujets récurrents à propos de la ruralité, il y a le fameux désert médical. On ne va pas y revenir, tout le monde sait par quel chiffre il se traduit, tout le monde connaît les difficultés de retrouver un médecin dit référent à moins de 50 km parce que le vôtre a pris sa retraite. Et pire, il a pris sa retraite avant l'âge, dégoûté parce que le ministère lui propose. Pour rappel, le ministère lui propose de remplir des papiers après son travail jusqu'à 8 heures du soir ou 9. Donc, comme l'un de mes amis médecins dégoûtés dans la région de Gaillac, il se reconnaîtra, ils prennent tous, ces médecins, leur retraite à 61 ou 62 ans et ils renvoient leurs patients vers un autre référent qui leur dit « Désolé, je ne prends plus personne ». Donc, où veux-je en venir? Je veux en venir non aux causes, mais aux conséquences de tout ça sur les pharmacies de campagne. Déjà, première observation, avant le système actuel, il y avait beaucoup plus de pharmacies, y compris dans le plus petit village. Maintenant, c'est fini. Et quand elles subsistent, elles sont plus grosses, c'est normal, hein, mais elles sont surtout infiniment plus peuplées. Et là, vous allez me dire que c'est normal aussi, puisqu'à la clientèle ne trouvant plus de petites pharmacies se rabat sur les grandes, dans les gros villages de 3000 habitants, par exemple. Oui, mais si vous faisiez des pointages, eh bien, il y a bien plus que du report de clientèle, il y a pratiquement doublement de clientèle. Pourquoi? Eh bien, parce que les gens qui, normalement, allaient chez le médecin, n'y vont plus, celui qui est à 50 bornes, là, et qui leur a dit « je ne prends plus personne ». Alors, je pense que vous connaissez le système actuel. Quand on n'a plus de médecin référent, on paye un peu plus, 1 ou 2%, mais les gens s'en fichent. Ils remplacent leur médecin traitant par leur pharmacien. Du moins quand il ne s'agit pas de tumeurs et de choses graves. Mon ami médecin de Gaillac, là, avec le dernier cynisme, m'a dit, au moins, ça leur fera les pieds aux pharmaciens. Ils ramassent en ce moment tout ce qu'on s'est tapé d'habitude, le genre ça me chatouille, ça me gratouille. Ensuite, ça a l'avantage de filtrer un peu. Quand les médecins voient arriver quelqu'un, généralement, c'est qu'il y a un truc bien plus grave. Sauf que quand le médecin est à 50 bornes, ils mettent 3 semaines les gens à se décider à y aller. Du coup, le cancer n'est pas pris tout à fait à temps. Et c'est là que j'ai placé mon observation complémentaire, très campagnolesque, et qui commençait par, moi, ce que je vois, c'est que les pharmaciens maintenant, ils ont peut-être 4 guichets, mais à chaque guichet, il y a 2 ou 3 personnes qui attendent, et ça bavasse sans arrêt de manière interminable sur le ton oui, la version effervescente me fait moins d'effet, mais ma belle-sœur, c'est le contraire, alors que quand mon père en prenait, eh ben, il faisait carrément une allergie, etc. Et votre petit Florian, demande la pharmacienne, ah, il est en stage en Espagne. Enfin,
interminable. Quel âge ça lui fait? Alors ça, c'est la première conclusion, la plus désagréable. Vous venez pour un anti-rhume à 3 € et vous avez devant vous une vieille dame qui vient de déployer une ordonnance énorme et qui vous accable avec l'histoire de sa belle-sœur. Mais les pharmaciens sont tellement contents d'être pris pour des médecins généralistes, pour des psychiatres éventuellement, qu'ils en font beaucoup trop, beaucoup trop, dans le genre, les questions du genre « Et vous n'avez pas de vertige ?» Non, je dis ça parce que souvent c'est un effet secondaire connu, etc. Mais ma dernière observation, en conclusion, en ultime conclusion, plus positive en somme, c'est que sans ce soudain rassemblement de tous les vieux du canton, de toutes les fermes avoisinantes qui ne vont plus chez le médecin mais chez le pharmacien, eh bien on ne connaîtrait pas la vie des familles, les nouvelles du coin, les nouvelles du loup. Il faudra que je vous en parle parce qu'on parle un peu moins du loup et je vous dirai pourquoi. Du coup, la pharmacie est le lieu où on passe désormais 1 heure à bavarder avec ses voisins et elle a remplacé la sortie de la messe. Abonnez-vous, merci.